Alors, le point de départ, c'est ma passion pour le genre de l'heroic fantasy, l'envie de raconter des histoires et de mettre en scène des personnages, des intrigues qui me correspondent et qui me mobilisent. Et j'ai ce projet en tête, honnêtement, depuis mes 14-15 ans. Il a évidemment beaucoup évolué depuis cette époque-là. Et ce qui façonne La Cité des Dames, c'est le mélange entre mes inspirations médiévales fantastiques, qui sont là vraiment depuis l'adolescence, parce que c'est un genre littéraire que j'adore et que je consomme beaucoup, en livres, en séries, en jeux vidéo aussi vachement. Et mes engagements féministes qui sont un petit peu plus postérieurs à mesure que je suis devenue adulte et que je me suis politisée. Et la jonction entre ces deux passions et ces deux genres politiques, en fait, ça donne La Cité des Dames actuelle. J'ai découvert Christine de Pisan en lisant Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, parce qu'elle a toute une partie histoire des femmes en fait, et histoire aussi des écrits féministes. Et c'est la première fois que je suis tombée sur un texte où on parlait d'un écrit féministe qui datait du tout début du XVe siècle, vraiment à cheval entre le XIVe et le XVe siècle. Et j'étais vraiment très étonnée d'avoir jamais entendu parler de ce texte déjà, et puis qu'il puisse exister des pensées féministes assez radicales à une époque si reculée. Et donc ça a été un coup de cœur immédiat déjà pour le principe d'avoir des féministes du Moyen-Âge, mais j'ai lu le vrai texte que beaucoup plus tard, après avoir notamment illustré Histoire de France au féminin avec l'historienne Sandrine Mirza aux éditions Casterman, et m'être rendu compte en fait que la place des femmes dans la société était loin d'être aussi marginale que ce qu'on nous avait dit, que l'histoire de la progression des droits pour l'égalité, des droits des femmes et de la lutte pour l'égalité entre les genres était pas du tout aussi linéaire que ce que je pensais, qu'il y avait eu notamment des périodes très reculées où les droits étaient plus développés que ce qu'on a pu connaître par exemple au 19e siècle. Et tout ça est venu nourrir en fait mon envie de lire vraiment du coup les féministes du passé très lointain, et de m'en inspirer pour ma fiction médiévale féministe. Du coup en fait ça tombait à point nommé pour faire le lien, comme je disais au début, entre un propos politique féministe et un décor médiéval. Et j'ai adoré cette lecture, c'est-à-dire que c'est pas seulement un prétexte, c'est aussi un vrai texte fondateur à plein d'égards. Je l'ai trouvé d'une modernité fascinante, que beaucoup des points qui étaient soulevés et défendus par Christine de Pisan étaient des questions féministes encore très actuelles. Et donc j'ai eu envie en fait de rendre hommage aux vraies féministes du Moyen-Âge avec ma BD. Donc je lui ai volé son titre, clairement. C'est un hommage, un clin d'œil, mais c'est absolument pas une adaptation de La Cité des Dames. Ça, j'ai besoin qu'on comprenne que c'est pas Christine de Pisan transposée en BD. En revanche, certaines de ses citations et de sa pensée font des apparitions dans mon histoire. Complètement. J'aimerais bien que ça devienne un peu une anthologie de plein de... Enfin, une anthologie, c'est peut-être trop ambitieux, mais en tout cas, un petit répertoire de différentes pensées féministes et progressistes, en fait, de lutte sociale aussi, distillée à travers une histoire qui est une histoire d'aventure, une histoire d'amour, une histoire de fantaisie dans laquelle il est hyper agréable de se plonger. Et donc du coup, c'est quand même un petit peu de la vulgarisation politique, mais dans un carcan très dépaysant. C'était ça un petit peu le but. Et pareil, moi je suis toujours assez stupéfaite de voir la radicalité de certains penseurs et penseuses d'il y a très longtemps. Et j'ai découvert, et du coup j'ai envie de partager l'idée que la radicalité c'est pas quelque chose de moderne. Et souvent en fait on peut être taxé d'anachronisme ou de naïveté en mettant des pensées très modernes dans la bouche de personnages qui sont dans des univers très éloignés du nôtre. Mais en réalité, la manière de combattre cette impression en fait d'anachronisme, c'est d'aller chercher les vrais radicaux de ces époques-là et de transposer leurs pensées dans la bouche et les gestes de mes personnages. Ma chasse aux sorcières, sur laquelle on n'a pas encore énormément d'infos, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure, soit un peu une forme de métaphore de l'oppression féminine en général, parce que non seulement ça a vraiment existé, mais là je le transpose dans un univers où il y a vraiment de la magie. Et donc pour moi, la magie, elle sert
de métaphore d'une forme d'altérité qui est effrayante parce que méconnue et très fortement stigmatisée. Et bon, on le verra dans la suite de l'histoire, mais mes personnages qui sont intrinsèquement magiques, c'est aussi des personnages qui contiennent en eux une forme d'altérité qu'on peut retrouver pour le coup dans la société aujourd'hui, dans notre monde réel. Ça peut être des personnages queer, ça peut être des personnages autrement marginaux, qui sont atypiques, on va dire, ou anormaux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui dévient un petit peu de la norme. Et la magie vient un petit peu incarner ça, cette espèce de peur de l'inconnu, de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on sait pas expliquer, et surtout de ce qu'on ne peut pas contrôler. Et Ma chasse aux sorcières, c'est, encore une fois, comme pour Christine de Pisan, une manière de souligner un phénomène historique qui a vraiment eu lieu, même s'il a eu à la Renaissance et pas au Moyen-Âge, et de parler dans des termes plus globaux de quelque chose de très politique. Non, c'est assez organique. Déjà, c'était un vrai casse-tête. C'était vraiment compliqué. Et en fait, le truc le plus difficile, c'est pas tellement de raconter 6 histoires parce que elles sont imbriquées et elles reposent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de personnage qui a un arc qui existe tout seul sans l'interaction des autres personnages. C'est-à-dire qu'ils font que de se croiser et puis il y a quelque chose qui est déclenché par un personnage à l'autre bout de la carte qui va avoir des répercussions sur mes autres personnages ailleurs, et donc du coup je pourrais pas les raconter individuellement les uns des autres. Ce qui est à la fois extrêmement pratique parce que du coup ça fait une histoire qui est cohérente, et en même temps c'est un sacré casse-tête parce que au niveau des timelines c'est pas toujours hyper aligné. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai besoin qu'une personne elle soit en formation dans un ordre quelconque pendant X années, mais à côté j'ai des personnes que je peux pas en fait laisser en plan pendant 2-3 ans parce que au jour le jour il y a du suspense, il y a des questions qui doivent être répondues et il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement pressantes, et donc du coup arriver à jongler la temporalité de mes différents personnages parce qu'ils sont dispersés un peu partout et qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes enjeux, ça a été le plus gros défi. Et le défi aussi c'était de savoir quel temps et donc quel espace allouer à chaque storyline. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été coupées au montage. Ça vraiment j'ai compris, je pense, la douleur de certains films où on est obligé de raboter, de couper des scènes, de dire non bon bah ça se passera dans le tome 2. Il y a vraiment un gros cliffhanger que j'ai passé dans le tome 2 parce qu'à la fin j'avais plus assez de pages et il fallait finir quoi. Ou alors de dire bah là j'aurais bien pris une page ou deux en plus pour m'attarder sur les émotions du personnage, pour rajouter un tout petit peu plus de subtilité. Et parfois, bah, on n'a juste pas le temps parce qu'il faut jongler avec plein de trucs en même temps, il faut pas qu'on s'ennuie, et il faut pas non plus que je fasse un monolithe de 400 pages pour lancer mon histoire, c'est pas possible. Donc ça a été un vrai défi de jongler entre toute la profondeur que je voulais donner à mon histoire et garder quand même un bon rythme. J'avais beaucoup de latitude, ce qui était super, mais la pagination qu'on avait fixée à la base, on l'a dépassée largement. On s'était dit 150 pages à la base, et en fait quand je suis arrivée à 100, 120, c'était clair que ce serait jamais fini à 150. Donc on s'est dit bon allez 180, mais très très rapidement c'est devenu pas très réaliste ce truc de 180, et en fait je suis arrivée jusqu'à 200, et je suis arrivée jusqu'à 210, et là je me suis dit non, là c'est abusé. Parce que si je me mets pas une limite moi-même, et c'est pour ça que c'est super d'avoir carte blanche et qu'il faut quand même un tout petit peu d'autodiscipline, c'est que si je me mets pas une limite moi-même, je vais aller jusqu'à 250 et je vais raconter tout ce que j'aimerais raconter, mais ce sera pas forcément hyper digeste, ce sera peut-être un trop gros pavé pour commencer, pour que les gens me fassent confiance pour me suivre sur 6 tomes. Et aussi, ma seule vraie contrainte en fait, c'était le prix du livre. C'est-à-dire que si on augmente la pagination, il y a un moment donné, à partir d'un certain seuil, on est obligé d'augmenter le prix parce qu'on augmente le coût de fabrication. En fait, c'est logique. Et j'avais envie, c'est encore un truc politique, que ma BD reste un objet accessible. Et donc, je voulais pas dépasser la barrière symbolique de 25 €. Et si on allait à 250-300 pages, c'était obligé qu'on dépasse les 25 balles, et je voulais pas. Et donc en fait ma vraie contrainte impossible à bouger, c'était celle-là, avec laquelle je pouvais pas négocier. Et donc du coup j'ai réduit, et donc on est à 200, parce que le 210 j'ai raboté des trucs. Je me suis dit en fait là, la concision bénéficie à mon histoire. Je suis vraiment partisane du fait que la contrainte mène à plus de solidité dans le récit. Alors oui, parfois c'est frustrant, mais c'est pas très grave. Il y a un compte Instagram à côté, je pourrais faire des petits scènes coupées ou des petits director's cut quand ça aura vendu des milliers d'exemplaires. En attendant, pour avoir une vraie histoire bien ficelée dans mon tome 1, c'était pas plus mal d'avoir une limite un peu stricte de pages. Et en fait, c'est vraiment le tome 1 qui donne le là pour la suite.
Et donc là, ce qu'on s'est dit avec mon éditrice, c'est que on ferait des tomes de 200 pages chacun et que j'essaierais de me tenir à cette restriction de 200, 210 max. On avait les grimoires, on l'avait dès le début. En fait, déjà, c'est un peu indispensable d'avoir le format de la BD avant de commencer à dessiner parce que sinon nos dessins sont pas au bon format. Et donc, ne serait-ce que pour avoir des cases qui sont à la bonne taille par rapport à nos gabarits, c'est obligé en fait qu'on sache dans quel format on veut le publier. Donc ça, c'est indispensable. Et après, on s'était dit depuis longtemps qu'on voulait que ce soit un bel objet et que ça ressemble, faut que ce soit un peu méta en fait comme objet. On voulait que ça ressemble à un grimoire qu'on ait envie de lire au coin du feu comme si on était un vieux magicien quoi. Et que ce soit un objet aussi qui fasse le bonheur de personnes qui collectionnent les jolis albums quoi. On savait que ça allait être en plusieurs tomes et donc on s'était dit on veut que ça fasse joli sur l'étagère quoi, d'avoir un dos de livre avec du doré, avec des petits insignes. Là c'est l'écusson des ébénites qui est sur le dos du tome 1, ce sera un écusson différent à chaque tome. On voulait qu'il y ait un fer argenté. D'ailleurs, au début, on se disait que ce serait doré pour faire un truc bien or et velours de château très ancien. Et puis, ce qui est arrivé assez tard, c'est la couverture. C'est-à-dire qu'on savait à quoi on voulait que ça ressemble, mais l'image de couverture, elle a pas mal changé. Et c'est ça qui nous a fait changer du doré à l'argenté. Parce que comme j'ai décidé de faire une couverture nocturne, ça marchait mieux avec le bleu, avec la lune, avec les étoiles, d'avoir de l'argenté. Parce que en termes de colorimétrie, c'est plus sympa que du doré. Donc ça c'est venu un peu plus tard. Mais par exemple, un truc pour lequel on s'est battu avec le petit de mon éditrice, c'est d'avoir un signet. C'est-à-dire un marque-page en ruban qui vient faire vraiment... gros livre, on savait comme la pagination serait importante, que les gens auraient besoin de marquer la page, peut-être d'y revenir plusieurs fois, et qu'on veut pas qu'on corne les pages des BD. Et donc du coup, avoir un signet, ça a augmenté encore plus l'effet grimoire, quoi. Ouais, la toute première version, il n'y avait pas le livre, il y avait une bougie. Ouais. Elle avait une espèce comme on dit, de candélabre dans la main et ça faisait très roman gothique de la fin du 19e. On se balade dans des corridors avec d'ailleurs toutes les références iconographiques que j'avais pour cette couverture-là, c'était 19e. Mais très très vite, il m'a paru important de lui mettre le livre dans la main. Mais en fait, c'est marrant parce que ça s'explique par le fait que la première couverture, j'avais pas encore dessiné toute la BD. Et alors que dans la BD, il y a un moment un peu important où il y a un pique-nique en plein air avec plusieurs des personnages principaux, dont mon héroïne Kin, qui a le livre et qui cite la vraie cité des dames. Et elle a ce petit livre écarlate dans la main, et c'est un objet qui cristallise un petit peu sa pensée politique. Et donc c'est devenu hyper important au lieu d'avoir une bougie qui éclaire un peu la lumière, le secret, comme on avait déjà secret dans le titre, il n'y avait pas besoin de mettre plus de secret que ça. En revanche, il fallait qu'elle ait le livre dans la main. Et le livre et le poignard, ça fait aussi écho à cette conversation où elle dit, où c'est Talma qui lui dit « Il y a plusieurs façons d'être prisonnier ». Je crois que c'est ça qu'il lui dit. Il fait référence à l'oppression que lui, il vit, et qui n'est pas la même que la sienne, évidemment. Et Agar répond « Et il y a aussi plusieurs manières de se libérer ». Et qui lui dit « Ah, user de poignard plutôt que de livre ». Et c'est un petit peu la dialectique entre ces deux personnages, parce que Agar, elle a des poignards, elle a vraiment un poignard dans la main, et elle empêche Kin de se faire agresser grâce à ce poignard. Et par ailleurs, Kin et Baldwin, leur méthode à eux, c'est plutôt les lettres, c'est plutôt l'université, la pensée politique, les discours, les écrits, et l'idée de fonder cette cité des dames ensemble. Et donc du coup, on a ces deux dialogues, et en plus, eux, ils se situent pas, et Talma non plus d'ailleurs, au même plan sur l'échiquier politique, ils subissent pas les mêmes oppressions, et donc il y a différentes manières de dire, bah voilà, on se situe à des endroits différents du champ social, et donc on va pas avoir les mêmes manières de s'émanciper. Et ça pour moi c'est tout le sel de ce que j'essaie de raconter avec les cités des dames, c'est qu'il y a différentes manières de mener la lutte sociale et que selon là où on est positionné, on va pas privilégier les mêmes choses. Exactement. Je vais pas faire un personnage en termes d'histoire dans la BD, c'est pas un tome égale l'histoire d'un personnage, parce qu'ils apparaissent tous dans tous les tomes et leurs histoires sont complètement entremêlées. En revanche, je vais décider de les mettre à l'honneur un par couverture. Et donc effectivement, 6 personnages principaux, 6 tomes, avec à chaque fois une personne qui est mise en avant sur la couverture. Et alors c'est évidemment cohérent avec ce qui est raconté dans le tome, mais ça veut pas forcément dire que les autres seront délaissés dans cette intrigue ou dans une autre.
Voilà, et du coup, non, je vais pas spoiler. J'allais dire la personne qui est en avant sur le tome 2, mais c'est déjà un peu révélé, donc je le dirai. Complètement, c'était un des premiers chapitres dans la bataille culturelle, c'est le pouvoir de la fiction et comment est-ce que les données dures scientifiques sont indispensables mais pas suffisantes, et comment est-ce que en mettant en récit et en fabulant, en fictionnant, on peut atteindre un but politique tout aussi efficace qu'en écrivant des essais ou en menant des rapports. La Cité des Dames, c'est l'incarnation de ça en fait. C'est cohérent avec ce que je pense et ce que je crois, et donc j'essaye de tenir un propos féministe, progressiste, écolo, queer, tous les combats qui m'animent en fait, mais en passant par la fiction. J'avais des envies de fantasy depuis le début, ça c'est clair, et après je trouve qu'il y a fiction dans le réel, et puis il y a fiction vraiment, on te fait changer d'univers, on te fait changer de galaxie ou d'époque, et donc c'est un step supérieur dans le dépaysement, je trouve, et dans le fait de tirer ses propres règles, c'est-à-dire que c'est... je trouve que ça laisse plus de marge de manœuvre à notre lectorat pour y mettre les idées qu'il veut et essayer de trouver les parallèles avec notre réalité. Donc mon envie, c'était aussi d'aller dans des genres ultra fictionnels, on va dire, et pas simplement de raconter une histoire imaginaire dans un setting très réel. Mais c'est absolument pas pour faire une hiérarchie, c'est vraiment par affinité personnelle et parce que je trouve que c'est très efficace et que moi c'est ce que je préfère et que c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir des conversations politiques sans en avoir l'air, et que j'avais envie en fait que ça mène à des discussions, un peu comme le fait très bien la saga Game of Thrones au final, de dire t'es dans quel camp, c'est qui ton candidat préféré pour le trône, et que de recréer un petit peu ce genre, ou le fait la série Arcane, on parle tout le temps, on compare tout le temps Ma Cité des Dames à Game of Thrones, et c'est super et je suis hyper flattée parce que j'adore Game of Thrones, mais une grosse inspiration pour la cité c'est Arcane, où il y a le casting choral, un questionnement sur la révolution, l'idéologie, l'oppression, beaucoup de combats, beaucoup de magie, et donc en fait moi je me suis beaucoup plus inspirée de ça. C'est juste que comme c'est pas steampunk, on fait pas le parallèle tout de suite. Mais j'aime beaucoup aussi tout le discours qui a entouré cette série d'animation, avec dans quel personnage on se retrouvait et quelle était la manière efficace de mener la politique. Et donc moi j'aimerais bien, très modestement, que ça mène à des discours similaires, quoi. Bien sûr, Mythes et Meufs, l'histoire de France au féminin, mais Mythes et Meufs beaucoup, parce qu'en fait j'ai passé des années du coup pour Mythes et Meufs 1 et 2 à analyser les ressorts narratifs des contes de fées et l'incidence que ça avait sur notre culture contemporaine. Et donc je savais dans quelle trope j'avais pas envie de tomber. Dans quels automatismes de narration j'avais pas envie de tomber. Ça m'a fait réfléchir énormément à la place de mes personnages féminins, à la place de mes personnages racisés, et quand je dis que j'ai cette histoire en moi depuis l'adolescence et qu'elle a beaucoup évolué, bah ça c'est un des trucs qui a le plus évolué, où en fait quand j'avais 17 ans j'étais encore complètement abreuvée de culture très sexiste que j'interprétais pas forcément comme telle, et donc du coup je tombais dans des automatismes de narration dans des écueils en fait que je peux complètement éviter maintenant parce que j'ai passé déjà mes études et puis ensuite mes premières bandes dessinées à les analyser et à les désamorcer. Et bah complètement, ouais, vraiment complètement, mais c'était trop drôle, enfin je veux dire rétrospectivement c'est très très marrant de relire les premiers jets, les premiers trucs que j'ai écrits quand j'avais 19 ans, 20 ans, et en plus, enfin je veux dire c'est mon propre travail, donc il y a des souvenirs qui me reviennent et puis il y a des choses où je sais ce que j'ai voulu faire, c'est juste très mal fait. Je suis un peu en mode genre oh là là ouais, là j'essaye d'être féministe mais ça va pas du tout. Et donc je peux le remanier maintenant que j'ai un peu plus de recul et que mes connaissances sont un petit peu plus solides aussi. Mais c'est, comment dire, c'est avec beaucoup de bienveillance quoi. Je vois la naïveté de mes écrits d'avant et je me dis ah c'est mignon. Ça change tout de le faire au dessin. Bon, déjà, même quand c'était sous format roman, je faisais des fan art de mon propre roman, évidemment, à côté, puisque de base, moi, ma passion, c'est de dessiner cette histoire, et donc du coup, j'agrémentais tout le temps l'écrit de sa version dessinée.
Et les deux se répondaient pas mal. Et de passer entièrement à la bande dessinée, évidemment, ça change énormément de choses. Déjà, ça donne de nouvelles idées narratives, parce qu'en fait, on se rend compte que le character design d'un personnage, donc ses vêtements, ses objets fétiches, jusqu'à sa coiffure, peuvent nous inspirer en fait des trames narratives auxquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, je peux dessiner juste parce que ça équilibre bien mon personnage, un couteau ou un bâton magique. Et après, je me dis, ah mais ce bâton, et j'invente tout un truc autour de cet objet-là que j'avais même pas imaginé de base, parce que je trouve que graphiquement il est intéressant et ça me plaît de broder à partir de ça. Et donc en fait le dessin vient aussi dicter parfois la direction de l'histoire. Et ça peut avoir des tas d'implications en fait. Et donc du coup, ça force aussi vachement à la concision, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de raconter ce que je montre, donc j'ai pas besoin d'écrire tel système, il me suffit de mettre en scène quelque chose qui l'illustre, j'ai pas besoin de décrire comment les gens sont habillés, ou ce qui est pratique ou pas, parce qu'en fait, on le voit. Donc ça vient incarner et accélérer le processus narratif, et c'est hyper enrichissant. J'ai un synopsis d'abord. J'ai un synopsis pas hyper détaillé, vraiment les grandes lignes, tome par tome. Et quand parfois je suis en mode genre, qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Je retourne à mon synopsis, je me dis, ah oui c'est vrai. Et je choisis soit d'y rester, soit de partir un peu de cette première trame, qui est vraiment juste un guide pour savoir où je vais et comment où j'ai envie d'arriver à la fin de chaque tome. Mais je me suis laissé vraiment une grande marge de manœuvre au milieu pour aller du point A au point Z. Je me laisse vraiment le loisir de changer des étapes au milieu. Et ça c'est très cool du coup, parce que j'ai vraiment une grande marge de manœuvre créative, et aussi parce que je me rends compte que en passant par le dessin, il y a des choses qui changent. Ça c'est obligé. Parfois il y a un truc dans ma tête, c'est trop stylé, et quand je le dessine, ça marche pas du tout. Ou alors une conversation qui était censée être complètement banale, parce que narrativement, graphiquement, je lui donne un certain ton, je lui donne une certaine allure, ça devient quelque chose de beaucoup plus central et de beaucoup plus intéressant, ça prend plus de pages que ce que j'avais prédit. Et du coup, ça devient un point focal de mon chapitre, alors que ça prenait 3 mots sur mon synopsis, quoi. Donc en fait, on peut pas savoir ce qui va bien rendre à l'image, et c'est obligé qu'il y ait des modifications. Et ensuite, j'ai fait du chara design avant de me lancer dans l'histoire. J'avais vraiment envie d'avoir mes 6 personnages principaux bien solides, bien de les avoir en fait. C'est bizarre à dire, mais quand on dessine, il faut qu'on attrape notre personnage. Et tant qu'il est encore un petit peu flou, un petit peu évasif, je sais pas trop si les cheveux longs, les cheveux courts, taches de rousseur ou pas, est-ce qu'il a une besace, est-ce qu'il a une cape. Si ça c'est pas réglé d'emblée, c'est compliqué de commencer à raconter l'histoire. Et ça veut pas dire que ça va pas évoluer au long de l'histoire, mais c'est important quand même d'avoir une base un peu solide. Et puis ensuite, je fais tout le storyboard d'un coup, et ensuite ancrage, et ensuite couleur. Ça c'est plutôt classique. Mais en tout cas, je fais mon storyboard dans l'ordre. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de dessinateuristes de BD qui font ça. Enfin en tout cas, il y en a beaucoup qui font pas comme ça. Qui font des scènes du livre en premier, et puis après qui reviennent, et puis après qui font la fin, et moi je trouve que c'est très risqué de faire ça, parce que on risque d'avoir des faux raccords de malade si on fait pas attention, et du coup moi j'ai vraiment besoin de le dessiner de manière linéaire. Mais par contre je fais pas de découpage, c'est-à-dire que je me dis pas, de découpage. En gros, j'ai vu pas mal d'auteuristes de bande dessinée qui ont d'abord des carnets où il y a toutes leurs doubles pages découpées, et qui savent ce qui va se passer page par page. Et parfois, souvent, c'est en petit format. Et moi, je fais pas du tout ça. Je suis incapable de faire ça. Je trouve ma narration en la dessinant. Et en la dessinant assez précisément. C'est-à-dire que ça va pas être des bonhommes bâtons, quoi. C'est presque du crayonné, en fait, directement. Je dis storyboard, mais en fait, c'est abusif. C'est storyboard poussé. C'est presque du crayonné. Où je le fais page par page, vraiment. Et c'est pour ça que la pagination c'est un enjeu, parce qu'en fait souvent, là pour le premier tome en tout cas, j'arrive à la page 60 et je suis là, oula. je suis pas sûre d'être aussi rapide d'être au point de l'histoire où j'aurais aimé être à la page 60, mais j'apprends en le faisant. Et une fois que j'ai bouclé ce storyboard là, et ben je repasse surtout en ancrant, et ensuite on passe à la couleur de manière assez organique. J'ai juste fait les 50 premières pages en couleur alors que le storyboard n'était pas terminé du tome 1, ne serait-ce que pour savoir si j'arrivais, parce que c'était la première fois que je faisais une œuvre de fiction où je faisais tout toute seule, si j'arrivais à avoir le rendu couleur que je voulais.
Et la question c'était de savoir si je déléguais mes couleurs à quelqu'un d'autre, ou si je prenais un assistant ou une assistante colo, ce qui se fait beaucoup en BD, surtout quand la pagination est très importante. Et finalement j'ai tellement aimé mes 50 premières pages colorées moi-même que j'étais en mode non, en fait je vais le faire moi parce que j'adore faire ça et le rendu est satisfaisant pour ce que j'ai envie de raconter. Donc mais ça c'était parce que c'était le tome 1 et donc on faisait beaucoup de défrichage parce que je savais pas encore comment j'aimais travailler. Et là maintenant que je suis bien avancée dans le tome 2, je découvre que c'est ça qui me plaît, où je fais pas de prédécoupage, je vais direct au crayonné et je le fais page par page dans un ordre chronologique et ça fonctionne comme ça. C'est vrai, il y a des trucs que je suis obligée de refaire, mais en même temps je me rends pas compte de si j'ai besoin de les refaire ou pas si je les dessine pas un minimum en fait. C'est parfois juste il y a un truc qui me paraît bien et puis à la relecture je me dis non ça marche pas trop. Et ça c'est vraiment le grand bienfait de travailler sur Procreate, c'est que j'ai beaucoup moins de scrupules à refaire des planches quand elles me satisfont pas parce que c'est plus rapide en fait et c'est pas je dois pas, j'imagine même pas quand on est au traditionnel avoir à refaire une planche entière parce que finalement notre découpage ne convient pas. Là, évidemment qu'il y a un petit pincement de bon, alors que je recommence, mais en fait c'est toujours rendre service à son histoire de faire ça. Dans le tome 1, il y a une planche, vraiment c'est genre l'avant-dernière planche. Je me demande si c'est l'avant-dernière ou la dernière. Je crois que c'est la dernière planche. Une où un soldat de la contrée de Arcée poignarde un brigand qui lance un poignard elle aussi, et puis ensuite gros cliffhanger et c'est la fin, je crois que c'est la dernière page. Et depuis le début, vraiment, à chaque fois que je me relisais, je repassais sur cette planche et j'étais là, le mouvement pourrait être meilleur. Mais je l'avais déjà mise en couleur, ça pour le coup, je rembobine un tout petit peu, mais en termes de faire les trucs chronologiquement, c'est vrai pour tout, sauf pour la couleur. La couleur, on peut, du moment qu'on sait très bien quelle séquence correspond à quelle ambiance, on peut faire des pages de la fin en couleur, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, faire des pages de la fin en couleur alors qu'on n'a pas du tout fini le début pour gagner du temps ou parce qu'on prend plaisir à poser cette ambiance-là par exemple. Moi c'est vraiment, j'ai pas du tout fait mes couleurs dans l'ordre. Du coup là, j'avais les 3 dernières pages mises en couleur, donc normalement terminées. On n'y touche plus, définitive. Et celle-là, vraiment, je repassais, j'étais là. J'étais un peu pressée par le temps, c'était le bouclage de la BD, les couleurs, ça me prenait hyper longtemps à faire. Et du coup, j'étais là, bon, est-ce que vraiment je vais refaire une planche que j'ai déjà faite alors que je suis un peu en course contre la montre et qu'il reste tellement de planches à terminer. Et j'ai fini par le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la couleur le problème, c'était même le dessin. Donc j'ai refait le dessin de la planche en me disant, pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis en train de me rajouter du travail alors que c'était fini. Et en fait, je suis tellement contente de l'avoir fait parce que la planche est bien meilleure en termes de dynamisme, en termes de mouvement, en termes de narration, on comprend mieux ce qui se passe. C'est plus joli et c'est la dernière page de l'album. J'avais envie de finir sur un bang quoi, pour mon cliffhanger final et en fait une fois que c'est imprimé on s'en mord les doigts quand c'est pas joli et on se dit ah franchement si j'avais pris 3 heures de plus pour refaire cette planche je serais plus satisfaite de l'objet fini et donc du coup ok oui il y a souvent des repentirs, il y a des questionnements, des trucs qu'on doit refaire, des trucs qu'on doit redessiner, mais en vrai la version numéro 2 elle est toujours meilleure donc j'ai jamais de scrupule en fait à le faire. C'est marrant, je pense que je maîtrise à peu près 2% du logiciel de Procreate. Je suis pas du tout une experte du dessin numérique ou de Photoshop ou de ce que les gens de l'anime par exemple savent faire avec leur logiciel. Je me débrouille un petit peu avec le minimum syndical sur ce logiciel. J'ai vraiment un brush pour l'ancrage et un brush pour la couleur. Que j'utilise mais depuis, enfin c'est les mêmes que pour Mythe et Meuf, c'est les mêmes que pour l'histoire de France au féminin, c'est vraiment mes trucs fétiches et c'est en plus des réglages de base de Procreate, c'est-à-dire que je les ai même pas modifiés, j'ai juste trouvé des trucs qui me plaisaient dans les réglages vraiment de base de quand j'ai eu Procreate pour la première fois entre les mains en 2019
Et c'est rigolo parce qu'il y a des mises à jour constantes et moi j'ai défait la mise à jour, j'ai réinstallé les réglages de base parce qu'ils m'avaient modifié mes brushes et que ça m'empêchait, mais au beau milieu de la BD, hein, au beau milieu du tome 1, j'avais plus aucun de mes pinceaux et du coup j'étais là en mode genre non mais en fait c'est très sympa hein, d'améliorer le logiciel mais moi je veux le truc de base parce que c'est là-dessus que j'arrive à être la plus efficace, la plus créative en fait. Et j'aime bien aussi un peu ce truc un peu système D, c'est-à-dire que j'ai un rendu aquarellé et je distingue très très peu mes calques. Ça me complique la vie, mais c'est aussi un petit peu mon esthétique. C'est-à-dire que j'ai un calque couleur, un seul. Donc il y a le trait et ensuite il y a les couleurs et je vois comment d'autres personnes travaillent où il y a un calque pour la peau, un calque pour les yeux, un calque pour les cheveux, un calque pour les décors, un calque pour le fond du décor, un calque pour la brume, un calque pour la lumière et en fait moi j'ai quasiment tout sur le même calque. Ce que j'ai fait là avec les cités d'âme quand même c'est d'avoir un calque ombre et un calque feu quand il y a beaucoup de scènes nocturnes, il y a presque la moitié de la BD se passe la nuit. Je m'en suis rendu compte en mettant la couleur en fait parce que dans ma tête c'était très logique mais quand je me suis mise à mettre du bleu et du noir partout je me disais mais en fait il fait tout en nuit et du coup il y a beaucoup de lumière de torches, de lumière de feu de cheminée, de feu de camp et donc là évidemment j'ai distingué ce qui est la peau de mes personnages et l'effet. Au début c'était pas le cas, hein. Puis je l'ai fait au milieu de la BD, je me dis quand même c'est plus simple de faire comme ça. Le côté lueur rougeoyante sur mes personnages et ombre, ça c'est des calques différents, mais le reste tout est sur le même calque et ça peut paraître futile comme ça, mais ça fait que du coup ça permet des accidents qui pour moi sont créatifs. C'est-à-dire que je vais avoir des trucs qui se mélangent alors que c'est pas forcément fait pour se mélanger, mais c'est pas grave. Ça donne un côté un peu rough qui est devenu un peu mon coup de crayon à moi depuis toutes ces années. Donc voilà, ça fait partie de mon style, de mon esthétique maintenant. Ouais, les symboliques, ça arrive très très tôt. Parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gens qui fassent leurs petites analyses de la colorimétrie dans mon album parce que c'est très réfléchi. Si on prend par exemple le personnage de Kin, qui est un de mes personnages principaux, qui est vraiment très mise en avant dans ce tome 1, elle est hyper souvent en violet et j'ai choisi de faire ça. En fait j'ai choisi de donner aux armoiries de sa famille la couleur violette. Donc c'est les ébénites. Ébène, c'est noir et donc c'est un arbre noir qui est leur écusson, mais c'est sur un champ violet. Et ce qui est pratique, puisque du coup ça fait qu'elle est très souvent en violet, c'est logique puisque c'est les couleurs de sa famille, mais c'est aussi la couleur du féminisme. Et donc du coup j'avais envie que d'emblée on sache où est-ce qu'elle se situe en termes de valeur et on va dire de changement qu'elle cherche à apporter parce qu'elle est très très souvent en violet. Pour autant, elle change de vêtements et de couleurs phares au long du récit. Quand elle est à la cour du roi et qu'elle essaye de se faire bien voir des personnes dont qu'il faut qu'elle courtise, elle est en rouge. Le rouge, c'est la couleur de la maison royale et c'est aussi la couleur du pouvoir. J'aime beaucoup les petits bouquins de Pastoureau qui font les histoires d'une couleur, etc. Le rouge est très très chargé symboliquement. Quand elle cherche à amadouer les crafts, au contraire, elle est en bleu. Et là, on voit que le bleu est vraiment la couleur dominante de cette tentative-là, enfin on va dire des personnages qui gravitent autour de ces sphères-là. C'est-à-dire qu'il y a des dominantes dans les costumes et Hagar c'est exactement pareil. Hagar, elle arrive, elle est pleine de couleurs. Elle a les couleurs d'aucune famille, d'aucune armoirie parce que le principe de son personnage c'est qu'elle est indépendante et qu'elle gravite entre les sphères. Elle est en rouge quand elle essaye de se faire bien voir de la cour et qu'elle se retrouve dans l'orchestre du mariage du roi. Et elle reste en rouge même quand elle traîne avec les crafts parce que le petit garçon Rowan, qui est l'héritier, lui, c'est un Delador, c'est-à-dire qu'il ressemble à un Craft parce qu'il est roux et que sa maman c'est une Craft, mais c'est quand même le prince héritier et c'est le fils du roi, et donc du coup, elle c'est sa ménestrelle attitrée, donc elle reste en rouge, même si on est au brunch des Crafts où tout le monde est en bleu. Bon, c'est peut-être pas des trucs que tout le monde va remarquer, mais pour moi c'était complètement délibéré de faire ça, et c'est pareil pour Baldwin. Baldwin, il a une colorimétrie hyper intéressante parce que c'est un personnage qui ne cesse d'hésiter entre différentes allégeances, différentes manières de gravir les échelons politiques, les échelons du pouvoir, et de se rapprocher du pouvoir politique. Et donc, en termes de comment mes personnages sont habillés et quelles sont les couleurs qui les définissent, c'est très réfléchi. Thelma, il est en bleu du début à la fin. Lui, il est extrêmement fidèle à lui-même. Et à la fin, j'ai aussi mis des clins d'œil un peu partout. Kin, elle porte la robe que Rose porte dans Titanic parce que j'adore cette robe, j'adore ce film, et aussi parce que j'avais vu des analyses pareil des costumes et de l'histoire de l'art dans le film Titanic, et on a une scène
dans ce film-là où l'héroïne est corsetée, on a sa maman qui lui serre le corset très fort et ça évidemment vient symboliser la vie d'enfermement qu'elle est en train de mener et les injonctions qui pèsent sur les femmes. Et dans la dernière moitié du film, elle porte une robe empire, donc qui est cintrée sous la poitrine, sans corset, et c'est ce qui lui permet de survivre parce qu'elle peut courir avec, elle peut grimper sur des trucs et elle n'est pas ni alourdie quand elle tombe dans l'eau, ni étouffée par le corset. Et moi j'avais envie que Kin ça représente ça aussi, c'est-à-dire que c'est censé être une espèce de robe de nuit quand dans le dernier arc de l'histoire, enfin du tome 1, mais c'est justement parce que ça se distingue des autres robes qu'elle porte tout au long de l'histoire que ça va lui permettre de faire des trucs un tout petit peu plus pratiques, en toute proportion gardée, dans la forêt, en train de s'évader, de s'échapper ou de combattre. Donc bon, là j'ai plus parlé des costumes que des couleurs, mais tout ça était vachement délibéré. Et après pour les couleurs, j'avais envie que chaque séquence ait une identité bien distincte. Quand on est à la chasse, on a vraiment des grosses dominantes de vert. Quand on est chez les mages, c'est grosses dominantes de bleu. À la capitale, c'est assez mélangé, mais justement parce que comme les couleurs sont très symboliques, on a un mélange des personnages, des familles et des imbrications politiques, donc c'est beaucoup plus varié. Et sur la fin, beaucoup servi de références de jeux vidéo, plutôt de jeux vidéo, j'allais dire de films, mais aussi beaucoup de jeux pour avoir une ambiance colorée riche en fait. Et donc c'est les Zelda, Breath of the Wild surtout pour tout ce qui se passe dans la forêt, tout ce qui se passe dans la nature, les différents types de feuillage, les différents types d'architecture un petit peu ruines, abandonnées qu'on peut trouver dans cette forêt-là, et beaucoup de scènes de sièges et de châteaux et de trucs en feu pour quand des dragons attaquent à un certain moment. C'était tout le casse-tête de ce tome 1, c'était d'installer correctement mon univers et les ambitions de mes personnages et en même temps ne pas ennuyer mon lectorat et avoir quelque chose de dynamique et de dynamique avec de l'action, avec du mouvement. Donc il y a eu ce choix au début de faire commencer par une scène d'action et une scène avec beaucoup de mouvement. À la base, la personne qui décède au début, ce marquis là de Mérac, le début de la BD c'était son enterrement et on comprenait qui étaient les différents personnages parce qu'ils étaient placés à différents endroits dans l'église où il était enterré et la scène de sa mort était un flashback. Et en fait on a décidé très vite avec mon éditrice de montrer en fait ça. Plutôt que d'avoir des gens qui se souviennent de cet événement, en fait on les fait avoir à peu près les mêmes conversations mais à cheval et on les voit assister à la chute de ce personnage-là pour qu'ensuite ça ait des répercussions sur comment ils pensent, comment ils se sentent. Et ça c'est vraiment un truc qui a été dicté par le fait que ce soit un support visuel. Et si ça avait été un roman, pour avoir le monologue intérieur, c'est beaucoup plus facile de les faire être dans une église et penser, parce que du coup on peut avoir une petite présentation des personnages assez succincte. Alors que imaginez raconter en roman que tout le monde est à cheval et donc ça machin c'est le fils de machin, d'ailleurs il est habillé comme ça, d'ailleurs son cheval ressemble à ça, d'ailleurs là il est en train de faire un saut. En fait tout ça c'est beaucoup plus difficile à l'écrit. En revanche, c'est beaucoup plus intéressant en image parce que on le voit, donc encore une fois, on n'a pas besoin de décrire quand c'est montré et on peut avoir exactement la même présentation des personnages, mais avec un petit challenge de dessiner des chevaux en train de sauter, de faire des beaux feuillages, de belles forêts. Et donc ça, c'était un choix vraiment dicté par le support BD. Pareil, je savais qu'il y aurait une grande scène de thèse très bavarde et donc déjà j'ai dû couper beaucoup du discours de la servitude volontaire pour avoir vraiment juste le cœur, le jus, pur jus de ce que je voulais raconter avec ce personnage là. Et c'est quand même, je sais plus combien, presque 10 pages. Il y en a peut-être 5 ou 6 de Balduin qui parle et puis ensuite il y en a quelques-unes du débrief avec le roi. Et ça allait être très bavard. Et juste avant, il y avait tout le pique-nique qui est aussi très bavard. Donc je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour rendre ça intéressant? Donc ça a été de varier le plus possible les plans. Balduin, on le voit sous toutes ses coutures, il est comme ça, il est comme ça. D'avoir des petits échanges de regards avec le roi pour qu'on sente que la tension monte et essayer de captiver les gens autour de ce qu'il était en train de dire. Et je sais que c'était un peu un pari en fait, de dire bon, j'ai raccourci au max, j'ai dynamisé mes plans au max.
Maintenant, il faut que les gens adhèrent aux propos et j'espère que ça fonctionne. Et j'espère aussi l'avoir agrémenté avant et après de suffisamment d'actions pour que ce passage-là soit pas ennuyeux. Pareil, quand on est au banquet royal, il se passe plein de trucs et il y a plein de personnages qui sont introduits et je savais qu'il allait avoir de l'action, cette scène d'agression qui est empêchée pour qu'en fait les antagonismes, plutôt que d'être racontés, soient montrés. J'ai pas envie qu'on dise ce personnage-là, c'est vraiment un bâtard. Il faut montrer que c'est quelqu'un d'horrible. Il faut montrer que Hagar, elle sait se défendre. Donc c'était important de mettre de l'action dans des scènes qui sont par ailleurs plus centrées sur du dialogue ou sur des intrigues. Justement, j'ai vraiment dosé dans ce tome 1 parce que par rapport au lore existant, en fait, il y a très peu de choses dans le 1 et un des trucs que j'ai pareil hyper délibérément choisi de faire, c'est que je n'ai pas nommé mes duchés. C'est-à-dire que sur la carte, au tout début du livre, on voit que donc il y a 12 provinces, 12 grands duchés et séparés en nord, sud, est, ouest. Et chaque province à l'intérieur de ces 4 points cardinaux ont un nom. Mais ils n'apparaissent jamais dans le dialogue. C'est-à-dire que je prends un peu mon lecteur par la main et je suppose que je vais bombarder d'assez d'informations et de choses compliquées à retenir pour que, pour l'instant, on dit les duchés du sud, les duchés du nord. Si on veut savoir le nom exact, on se réfère à la carte. Et à partir du tome 2, on commence à utiliser ces noms-là. Alors ok, c'est peut-être pas hyper logique en termes de continuité, mais pour moi c'est juste progressif, où en fait, on dit juste duché du sud, duché du nord dans la bouche de mes personnages pour l'instant. Et à partir du tome 2 où c'est bon, on a compris l'univers, on peut réviser si on a envie et relire le tome 1, et ben là on se met à parler comme si le lecteur était déjà familiarisé avec l'univers et donc du coup il n'y avait plus de problème et on n'avait plus besoin de prendre des pincettes. Donc ça par exemple, c'était délibéré pour pas assommer tout le monde tout de suite. Et ça c'était un gros enjeu dans l'arc de Mao surtout, parce que pour expliquer les différents ordres de chevalerie et les différentes nuances de magie et quel type de magie était toléré et quel type de magie était au contraire réprouvé, j'aime bien ce que ça donne maintenant, mais ça a fait l'objet de pas mal de réécriture. Quand elle est dans le bureau de la mère supérieure et qu'il y a besoin de petites explications, cette page elle m'a posé beaucoup de problèmes parce que parfois il y avait trop de texte et ça faisait trop d'explications et parfois c'était trop sous-entendu et du coup j'avais peur que les gens comprennent pas et en réalité je trouve que c'est pas mal de pas trop expliquer. Surtout dans un truc où il y a du mystère et où mon personnage ne comprend pas très bien lui-même tous les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, encore une fois, la concision, ça améliore la narration. Et j'ai enlevé pas mal des explications qu'il y avait sur cette page-là. Et je l'ai laissé fleurir dans le monologue intérieur de Mao, dans ses conversations plus tard avec Sarah, avec d'autres personnages. Et aussi, je me suis dit, c'est un tome 1. C'est ok qu'on comprenne pas tout et ensuite on comprendra mieux. Et c'est un des trucs que je préfère aussi dans la fantasy, c'est que au beau milieu d'une autre intrigue qui n'a rien à voir, on va faire genre oh mais c'était donc pour ça. Et pour faire ça, il faut pas tout expliquer dès le début. Et ça m'a aussi pas mal rendu service pour le lore en général. Oui, alors là, pour le coup, c'est pas hyper subtil. J'ai fait une forme d'Europe de l'Ouest, enfin de France, quoi, en gros, pour découper mes duchés. En fait, il m'est apparu que la majeure partie, le genre de l'heroic fantasy est vraiment dominé par les auteurs-autrices anglo-saxons, et particulièrement américains. Et je trouve ça assez ironique, puisque c'est vraiment un continent qui n'a pas eu de Moyen-Âge tel qu'on le connaît et tel qu'on le fantasme dans l'heroic fantasy. Et que donc du coup, souvent, il y a des cartes qui vont représenter une forme d'États-Unis fantasmés, mais à la sauce médiévale. Et je me disais que moi, j'avais envie de faire quelque chose d'européen, en fait. Parce que c'était les contrées que moi je connaissais historiquement et puis personnellement. Et donc du coup pour moi c'était pas vraiment un problème d'assumer la comparaison avec l'Europe de l'Ouest et de me dire en fait moi quand j'imagine une carte du Moyen-Âge je l'imagine comme ça parce que ça se passe dans une espèce de France fantasmée et donc ça avait du sens pour mon royaume tout simplement. Et après il faut pas non plus faire des parallèles au jeu des 7 différences avec la vraie Europe du Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'est le principe de prendre de la fiction, c'est-à-dire que la réalité constitue toujours une base, mais ensuite je m'en affranchis.
pour créer des microclimats là où j'en ai envie, des facilités ou difficultés politiques dans des contrées qui sont de toute façon inventées. Donc il y a des inspirations qui sont absolument évidentes, mais il y a aussi comment je joue avec ça et qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je mélange. Et c'est ça qui est agréable aussi, c'est de pouvoir mélanger des influences qui sont pas du tout soit des mêmes époques, soit des mêmes endroits du monde pour donner des civilisations qui se prêtent mieux à ce que j'ai envie de raconter. Comparé à d'autres cartes de fantasy aussi, la mienne elle est quand même très zoomée. Hein. Ouais. On est sur du... Il y a pas tant d'espace que ça. Alors après, j'ai pas mis l'échelle, donc c'est quand même une très grosse partie de terrain, mais c'est pas un continent entier, c'est vraiment juste une petite partie de continent, parce que mon action est très resserrée dans cette zone-là. Et de fait, plus ça va aller, plus on va dézoomer. Et ce qui est aussi sympa, parce que là, je l'avoue, ma carte n'est pas du tout finie de dessiner, c'est-à-dire que je sais... Il y a des trucs que je sais et puis il y a des trucs que je sais pas du tout. Et j'aime bien parce que du coup ça me laisse aussi vachement de place pour pouvoir créer une petite péninsule qui m'arrange là narrativement. Pour pouvoir ensuite inventer encore d'autres civilisations, d'autres contrées. C'était pour créer de l'anticipation pour la suite et aussi parce que j'ai donné un pouvoir à Mao et que il fallait qu'il se manifeste d'une certaine façon. Et c'est aussi une forme de challenge en fait, parce que quand on met des images du futur de son histoire, on est obligé de s'y tenir. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'ai une carte mentale un peu précise de ce que j'avais envie de raconter, ou en tout cas des grands temps forts qui étaient susceptibles de lui apparaître en vision. Et l'idée, c'était de laisser présager dans ce premier tome où il y a beaucoup d'installations, beaucoup d'explications, que ça allait déménager par la suite, quoi. Qu'est-ce que j'ai changé ? En fait, je le fais comme j'ai fait la fin du tome 1. C'est-à-dire que j'ai changé par rapport au début du premier tome où en fait ma manière de travailler était absolument pas fixée, parce que c'était la première fois que je faisais de la fiction, que je faisais une pagination aussi importante, que je faisais ce format, enfin tout était nouveau et donc j'ai pas mal changé de manière de faire les choses en cours de route. Et là le tome 2, juste j'applique en fait les leçons que j'ai apprises pour le 1. Avec mon storyboard, beaucoup, parce que c'est l'étape où j'en suis maintenant. J'ai commencé à ancrer une certaine partie, mais bon. En fait, j'essaye d'optimiser au max mes étapes. Et donc, quand je suis vraiment satisfaite de quelque chose, je commence à l'ancrer, j'attends pas forcément. Quitte à recommencer après si ça me plaît pas, mais j'aime bien faire ça plutôt que de me retrouver avec un espèce d'énorme paquet de trucs à ancrer. Et je sais en fait, je sais comment j'ai envie de construire mon histoire. Un truc que je fais, que je faisais pas dans le 1, c'est que je travaille avec des vis-à-vis. C'est-à-dire que comme je travaille planche par planche, dans le 1, j'ai pas du tout réfléchi à quelle planche allait en face de quelle autre planche. Alors que quand on a une BD dans les mains et qu'on est comme ça, en fait, on pensait qu'on avait un méga suspense à la fin de cette planche-là. En fait, on a la réponse tout de suite dans la première case de la planche suivante. Et c'est des trucs auxquels j'avais pas réfléchi. Et parfois, ça désamorce un tout petit peu de l'action que j'avais envie de mettre en place. Donc là, je réfléchis beaucoup plus à ça. Et si je me dis, ok, donc là, j'ai envie qu'on sache pas ce qui va se passer et qu'on tourne la page avec attention, il faut que ce soit un nombre impair ou il faut que je réfléchisse à l'agencer différemment. Ça, c'est une des grosses différences. C'est à peu près tout. On a fait une fabuleuse soirée de lancement le 6 mai au Point Éphémère, qui est un lieu festif et engagé que j'aime beaucoup. Et c'était une soirée que j'ai appelée Techno Troubadour, où d'abord on a fait une rencontre autour du livre et j'ai dédicacé mes albums, mais le principe c'était que tout le monde devait être costumé et les gens ont grave joué le jeu, vraiment tout le monde est venu avec des costumes incroyables, c'est trop stylé. Des costumes du coup inspirés de mon univers médiéval fantastique, 13e, 15e siècle à peu près, pour donner une fourchette, et les gens vraiment se sont grave motivés. J'avais proposé à un collectif qui s'appelle Chorégraphie, écrit comme le corps, de faire un atelier baltrade, donc un atelier de danse folklorique et politique, parce qu'eux ils sont spécialisés là-dedans, de lier les luttes sociales aux pratiques du dance floor. Et je leur avais dit, est-ce que vous pourriez adapter votre atelier ? Moi j'avais déjà fait un atelier avec eux sur plutôt la techno, le voguing et les espaces queer dans les années 80-90. Je leur avais dit, est-ce que vous auriez une version de ça, mais façon folklore, baltrade et potentiellement Moyen-Âge ? Et ils ont complètement accepté le défi, ils ont
contacté une spécialiste des danses du Moyen-Âge qui est venue agrémenter le cours de danse de petites leçons historiques. Et il y avait aussi une personne qui jouait du luth pendant l'atelier, donc c'était génial, ça a mis une trop bonne ambiance. Et puis après, j'avais certains de mes meilleurs amis qui sont aussi des DJ qui m'avaient fait des DJ sets avec en même temps de la techno et en même temps des petits sons bardcore ou médiéval. Et donc ça faisait une espèce de mélange queer féministe médiéval qui est tout ce que j'espère incarner avec ma bande dessinée, donc c'était vraiment fabuleux. Enfin, moi je me suis trop amusée, j'étais trop contente que les gens aient autant joué le jeu, puis j'ai eu des super échos aussi, tout le monde m'a dit que c'était trop bien. Et ça fait partie aussi de ma bataille culturelle à moi, c'est de faire de ces reconstitutions historiques ou fantastiques quelque chose de progressiste, de balayer un petit peu toutes ces idées un peu réactionnaires, puis du fou, machin, que on peut avoir, qui se sont appropriées cette période, et qu'on en fasse au contraire quelque chose de joyeux, quelque chose d'émancipateur. Donc voilà, pour moi mon lancement il incarnait un peu ça, et c'était super.